Je suis Mathilde, propriétaire de 2 juments à la maison, professeure des écoles et maman. Je vous souhaite la bienvenue dans le 5e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot, Hirondelle et la fourbure. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, Hirondelle sortait d'un épisode assez intense de fourbure. Elle venait de passer plusieurs semaines difficiles entre douleur et immobilisation. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Quand on dit le mot fourbure à un propriétaire de cheval, on le voit tout de suite blanchir et se décomposer. C'est en général une hantise pour beaucoup. Mais en fait, la fourbure, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait vraiment? À cause de quoi on peut avoir une fourbure? Pourquoi? Et comment faire face à une crise? Comment faire pour l'éviter? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer ensuite une fois que notre cheval aura fait une crise de fourbure? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre à travers cet épisode. La fourbure, qu'est-ce que c'est? Quels mécanismes se mettent en place lors d'une crise de fourbure? La fourbure, c'est une inflammation des structures situées à l'intérieur de la boîte cornée. Ce sont plus précisément les structures qui se situent entre la boîte cornée, donc le sabot, et la phalange distale, aussi appelée troisième phalange, qui est à l'intérieur du pied du cheval. Les structures qui sont entre la boîte cornée et la troisième phalange vont s'inflammer. Ces tissus s'appellent le kéraphile et le podophile. De manière assez grossière, on peut dire que ces 2 couches de tissu sont imbriquées l'une dans l'autre. Elles forment une sorte de scratch qui permet de tenir ensemble la boîte cornée et la troisième phalange. Et le rôle est de maintenir en fait cette troisième phalange dans son axe afin qu'elle n'abîme pas les structures environnantes. Lors d'une fourbure, le kéraphile et le podophile sont inflammés. Cette inflammation est associée à une perturbation de la circulation sanguine au niveau du pied. Et il faut savoir que si le cheval a une mauvaise circulation sanguine au niveau du pied, les structures du kéraphile et du podophile vont être inflammées. Et vice-versa. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça que la fourbure n'a pas qu'un seul mécanisme et qu'elle peut être liée à plusieurs facteurs. L'association de ces 2 phénomènes provoque donc une dégradation des lamelles que forment le podophile et le kéraphile. Et si je reprends l'exemple du scratch, c'est un peu comme si la partie un peu plus douce qu'on a dans le scratch commençait à s'user et en fait avec l'usure elle va empêcher la partie rugueuse de vraiment rester accrochée. Comme le scratch colle beaucoup moins bien, et ben ça fait que ce qui est au-dessus va forcément le faire lâcher petit à petit. Et c'est ce qui se passe avec la troisième phalange qui, fait lâcher les différentes lamelles les unes après les autres et qui va, venir, petit à petit, toucher les structures qui sont autour. Ce qui fait que du coup, ben, la phalange, elle va basculer en avant, sortir de son axe et potentiellement traverser tous les tissus mous qui l'entourent et aller jusqu'à la boîte cornée. Et dans les cas extrêmes, la phalange peut perforer la sole, on va dire au mieux, ou même on peut aller jusqu'à un désabotage complet, ce qui correspond à la perte totale du sabot. Si vous voulez en savoir vraiment plus sur les mécanismes de la fourbure, je vous glisse dans la description de l'épisode les 2 sites internet sur lesquels je me suis appuyée pour vous expliquer tout ça. Il y a le site de l'IFCE et le site Classekin sur lesquels j'ai trouvé que c'était vraiment bien détaillé et sur lesquels il y a pas mal d'informations à propos de cette maladie. Je vous laisserai aller voir si cela vous intéresse. Maintenant qu'on sait à peu près comment ça se passe dans les sabots lors d'une crise de fourbure, je voudrais vous parler un petit peu des différentes causes. En effet, la fourbure a des causes qui peuvent être multiples et elles sont généralement regroupées en 3 axes. Une fourbure peut avoir une cause dite mécanique. Typiquement, c'est le genre de fourbure qui arrive lorsqu'un cheval est immobilisé parce qu'il souffre d'une blessure sur un membre, une tendinite, une fracture, peu importe. En fait, avec la blessure, le cheval ne va pas pouvoir reporter son poids sur les 2 membres comme il le fait normalement. Ce qui fait que, en fait, le membre sain, celui qui n'est pas blessé, va être surchargé par compensation du fait que l'autre membre ne peut pas supporter de poids. Et du coup, ça va, avec cette surcharge, créer une inflammation des structures du pied. Et avec l'immobilisation que va entraîner la blessure, la circulation sanguine va être altérée. Ce qui fait que circulation sanguine mauvaise, plus inflammation des structures internes, ça va mécaniquement entraîner une fourbure. La fourbure peut être aussi liée à un choc toxique. En fait, lors de ce choc toxique, des toxines vont être libérées dans le sang. Ces toxines vont créer des lésions au niveau vasculaire et donc détériorer la circulation sanguine. Cette détérioration de la circulation sanguine va créer une inflammation
au niveau des structures internes du pied et donc amener un mécanisme de fourbure. Ce phénomène en fait de choc toxique peut apparaître chez un cheval qui, par exemple, a trop mangé rapidement d'un aliment extrêmement riche. On prend souvent l'exemple d'un cheval qui va se gaver d'herbes de printemps ou alors de celui qui aurait avalé un sac de granulés. En fait, c'est la quantité de sucre ingérée qui est trop importante et qui, à la manière d'un poison, va créer un choc dans l'organisme qui va amener une fourbure. La troisième cause que l'on note, c'est une cause dite hormonale. Et celle-là, elle est liée à des maladies comme le syndrome de Cushing ou le syndrome métabolique équin. Il est très important de pouvoir identifier la cause de la fourbure de votre cheval, parce qu'en fait, le fait de savoir si c'est dû à une cause mécanique, comme par exemple un surpoids récurrent, ou à une cause toxique, parce que le cheval, il n'a pas été préparé à une mise à l'herbe, ou parce qu'il a mangé un truc qu'il fallait pas, ou alors est-ce que c'est une maladie, donc une cause métabolique, parce qu'en fait, ça va vous permettre de gérer la suite de la vie de votre cheval afin de lui éviter de refaire une crise de fourbure. Et avant de parler de la prévention en tant que telle, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de la crise en elle-même, parce que c'est vraiment un moment très très difficile à passer, autant pour le propriétaire que pour le cheval. J'aimerais vraiment pouvoir vous donner une solution magique lors de la crise de fourbure en elle-même. C'est-à-dire quand la douleur est aiguë et que le cheval est vraiment très 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 mal. Sauf que malheureusement, je n'en ai pas. Et je pense que s'il en existait une, on serait vraiment tous bien plus tranquilles. Le premier conseil que je veux donner, et c'est la première chose à faire en cas de maladie ou de problématique importante avec votre cheval, c'est d'appeler le vétérinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment la seule chose à faire dans un premier temps. Ça paraît bête, mais c'est bien plus important d'appeler le véto que d'aller poster une question à propos de ce qu'a votre cheval sur un groupe Facebook ou d'aller voir sur internet, ou même d'appeler l'ostéopathe ou le shiatsu ou je sais pas qui. Toutes ces options, elles peuvent être faites, oui, mais dans un second temps. Appeler le vétérinaire, ça vous permettra de voir ce qui se passe vraiment et de pouvoir gérer la douleur le plus rapidement possible. Le reste, ça peut vraiment attendre. Au niveau de la gestion même de la crise de fourbure, il y a vraiment plusieurs visions qui s'entrechoquent et c'est parfois très très difficile de savoir quoi faire. Certains vétos ne jurent que par l'immobilisation ferme, la ferrure et l'accès quasi nul à la nourriture. D'autres ne jurent que par le pied nu, le mouvement et une restriction limitée à la nourriture. Et au milieu, on a ceux qui ne savent pas trop et qui font un savant mélange de tout ça. Ce qui est actuellement mon cas. Honnêtement, la seule chose à faire réellement, c'est d'écouter ce que vous dit votre vétérinaire. Et attention, par écouter, je ne veux pas dire appliquer tout à la lettre ce qu'il dit, mais c'est d'avoir son avis à lui, potentiellement de demander l'avis à la personne qui gère les pieds de votre cheval, et peut-être même de demander un second avis vétérinaire ou un second avis en podologie ou en maréchalerie, si vous avez des doutes sur ce qu'on vous dit. Mais vraiment, l'idée, c'est déjà de 1. Soulager la douleur, pour ensuite la faire cesser le plus rapidement possible. Parce que si on ne gère pas la douleur, le cheval va vraiment morfler, déjà, et c'est là qu'on peut avoir des complications du type bascule, perforation, et j'en passe. En tout cas, pour ma part, quand c'est arrivé à Hirondelle, on m'a donné des conseils dans tous les sens. D'un côté, il fallait la laisser dehors dans son pré pour qu'elle marche le plus possible. De l'autre, il fallait lui mettre des fers. Encore d'un autre côté, il fallait absolument la mettre en boxe et ne plus rien lui donner à manger. C'était vraiment tout et n'importe quoi dans tous les sens. J'ai la chance de savoir ce que je veux pour mes chevaux et d'avoir déjà eu affaire à des cas de fourbure dans le passé. J'ai aussi la chance de connaître extrêmement bien ma jument, ce qui m'a permis de faire des choix en fonction d'elle et non pas en fonction de ce que Pierre, Paul ou Jacques pouvaient me dire. J'ai donc fait mes choix en fonction de mon cheval, en fonction de ma façon de voir les choses et aussi en fonction de ce qui était le plus facile pour moi à gérer afin que les choses se passent au mieux. De ce fait, pendant la crise, Hirondelle a été placée en boxe. Lorsque les douleurs étaient les plus fortes, la jument restait à l'intérieur. De toute façon, elle ne pouvait pas marcher, elle était couchée et pouvait à peine se relever. Quand elle a pu remarcher un petit peu, enfin en tout cas quand elle a pu se relever plutôt, j'ai pu lui faire un parage de manière très rapide afin de la soulager le plus possible. J'ai aussi pu lui coller des morceaux de planche de piscine sous les pieds pour la soulager. J'étais vraiment axée sur le soulagement de la douleur. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le plus important, c'est de faire ce que vous pensez juste. Il n'y a pas de solution miracle. Ce qui convient à un cheval ne conviendra peut-être pas à un autre. Et clairement, pour le cas d'Hirondelle, la laisser dehors, dans son pré, à tous les vents, à tous les temps, c'était hors de question pour moi. Il fallait qu'elle soit à l'abri, au calme, et qu'elle puisse se reposer, chose qu'elle n'aurait absolument pas pu faire si elle avait été dehors.
Arrivé à ce stade de l'épisode, il est temps de parler des symptômes qui annoncent une fourbure. Et pour le coup, je dois avouer que je me suis bien voilé la face pendant très longtemps avec Hirondelle. Pour tout vous dire, je pense que lorsqu'on se retrouve avec un cheval en crise de fourbure comme j'ai retrouvé ma jument, c'est qu'on a loupé pas mal de choses. Les symptômes qui annoncent une fourbure sont assez bien connus des propriétaires en général. Ce sont les pieds chauds, la présence du pouls digité au niveau du pâturon, la posture très caractéristique de la fourbure, c'est-à-dire un cheval campé, les postérieurs sous la masse, comme s'il allait s'asseoir, et les antérieurs à la traîne, devant, on ne sait pas trop comment ça tient. Un autre signe, c'est le fait que le cheval se couche fréquemment, comme s'il voulait se soulager de quelque chose. Pas en se roulant, mais juste en se couchant. Sauf qu'à mon sens, si tous ces signes sont là, s'ils sont tous déjà présents, c'est que la fourbure est déjà beaucoup trop avancée et que le cheval est vraiment en grande souffrance. D'autres signes peuvent nous alerter avant même que le cheval ne soit trop dans la douleur. On peut par exemple commencer à tiquer lorsque son cheval marche un peu moins bien que d'habitude ou lorsqu'il rechigne à travailler alors que c'est pas du tout quelque chose qu'il fait. Un cheval qui traîne la patte en balade alors que d'habitude il avance bien. Et au niveau des pieds, si on a l'habitude de faire les parages, on peut voir des changements déjà, notamment au niveau de la ligne blanche qui s'élargit. On parle alors d'élastose. Ces signaux, c'est des signaux avant-coureurs d'une fourbure qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et éviter du coup de partir en crise. Si je ne peux vous donner qu'un conseil, c'est soyez à l'affût de tous les signes. Même si un pied chaud quand on a un cheval pieds nus, c'est pas forcément quelque chose de facile à repérer, les pieds étant chauds naturellement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est parfois juste une petite différence de chaleur entre les deux pieds qui peut nous faire tiquer. On peut aussi avoir un cheval qui va légèrement reporter son poids d'un artérieur à l'autre en se balançant. On peut aussi avoir un cheval qui marche pas tout à fait comme d'habitude, qui boite sans boiter, qui marque très légèrement. Et on n'est pas obligé d'avoir un cheval qui marche littéralement sur des œufs pour se dire ah là là, au secours, il a mal. Non, ça peut être juste une petite sensibilité. Un cheval légèrement plus douloureux que d'habitude. Ou alors simplement le cheval qui va chercher à se soulager un peu plus que la normale en marchant sur l'herbe au lieu de marcher sur les cailloux. Enfin voilà, c'est plein de petits signaux qui peuvent avoir une sacrée importance et aussi mettre la puce à l'oreille sur une potentielle fourbure. J'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu sur la partie gestion de la crise de fourbure, mais je tiens quand même à vous parler un peu plus précisément du cas de ma jument. Et pour ça, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas parfait. Il y a toujours des choses à changer, à faire évoluer en fonction du cas de chacun. Mais je pense que ça peut peut-être donner des pistes à des personnes qui rencontreraient cette problématique. Il y a donc 1 an et quelques semaines, Hirondelle a déclaré sa première crise de fourbure aiguë. Et quand je dis sa première crise de fourbure aiguë, je sous-entends bien que ça n'a pas été sa première crise de fourbure et qu'elle en a certainement fait d'autres, mais qui étaient beaucoup moins importantes. Fin mars 2024, j'ai retrouvé ma jument prostrée dans son pré. Elle n'arrivait presque plus à se déplacer. Les seuls moments où elle osait bouger, c'était lorsqu'elle avait vraiment besoin, et sinon, elle ne bougeait presque pas. Au départ, il nous a été impossible, avec le vétérinaire, de savoir quel pied était touché. Ni moi, ni le vétérinaire n'étaient en mesure de trouver d'indices. On avait clairement l'impression qu'elle boitait de tous les pieds. Et le truc qui nous avait vraiment fait douter, c'est le fait qu'elle ne réagissait pas à la pince à sonder. À première vue, on était très sceptique et le diagnostic oscillait entre une fourbure et une potentielle crise de pyroplasmose. On ne savait pas si elle avait mal aux pieds ou si elle avait clairement mal partout. Et en plus, elle avait de la fièvre, ce qui fait que ça nous est un peu... on n'était pas sûr de ce qu'on pouvait donner comme diagnostic. De ce fait, j'ai demandé au veto de refaire une analyse pyro-like pour savoir si c'était la pyro qui était en cause. En attendant les résultats, on a quand même commencé une première cure d'anti-inflammatoire pour essayer de soulager à minima la douleur. Et juste après la visite veto, j'ai décidé de la rapatrier, elle et Shaman, à la ferme, pour les avoir au box, au minimum la nuit, afin de pouvoir mieux surveiller Hirondelle. Au bout de quelques jours sous anti-inflammatoire, Hirondelle boitait toujours, mais on a pu distinguer une boiterie un peu plus nette sur l'antérieur gauche. Et dans le même temps, les résultats de la pyroplasmose sont revenus plus ou moins négatifs, ce qui nous a permis d'écarter la crise de pyroplasmose. Donc, Hirondelle a eu des anti-inflammatoires dans un premier temps pendant 8 jours, on les a arrêtés, après 24 heures elle a recommencé à boiter toujours aussi fort. On a donc recommencé les anti-inflammatoires pendant 6 jours, et à partir de là seulement, elle a commencé à aller mieux. Elle avait plus ou moins retrouvé une mobilité correcte, même si je sentais qu'elle était vraiment pas sereine dans ses pieds. Et malgré les anti-inflammatoires, elle a quand même passé quelques jours couchée, sans vraiment pouvoir se relever.
Elle se levait de temps en temps, mais elle passait clairement ses journées couchées. Pour la soulager, elle a eu les anti-inflammatoires non stéroïdiens. J'ai aussi pris un petit risque en lui faisant un parage d'urgence dès le moment où elle a accepté de se relever et de donner ses antérieurs. Je parle de risque, mais c'était pas vraiment pour la jument qui avait un risque, c'était plutôt pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de 4 mois et demi et j'étais pas du tout en forme. Pourtant, il fallait que je fasse quelque chose parce que j'arrivais à avoir personne pour venir le faire à ce moment-là. J'ai fait un parage extrêmement sommaire, vraiment pas beau. Je lui avais ratiboisé la pince et c'est tout. Tout ce que je voulais, c'était soulager le pied et donc du coup, c'était tout ce qu'il y avait à faire de toute façon. Pour la suite, j'ai réussi à lui faire des chaussures maison grâce à des planches de piscine, toujours dans l'optique de soulager la douleur. Les deux juments sont restés quasiment 2 semaines au box. Hirondelle, ça lui a permis de se reposer et de limiter ses mouvements, puisque elle avait vraiment très très mal. Alors attention, l'immobilisation au box, certains diront que c'est à proscrire, mais je pense que dans le cas précis de ma jument, ça lui a été bénéfique, parce qu'elle était vraiment beaucoup trop en souffrance. Dans un pré, ça aurait été trop compliqué pour elle de gérer la météo et son environnement. De plus, les sols sont extrêmement rocailleux. Du coup, elle aurait jamais pu se reposer comme elle l'a fait dans son box. Ce qui fait que, pour elle, le box était nécessaire. Lorsqu'elle a pu remarcher, elle a eu un accès à un petit paddock afin de lui permettre de retrouver du mouvement, mais de manière restreinte, afin de la préserver. Et dans son paddock, elle avait accès à un morceau de ruisseau marais. Clairement, elle est restée 2 semaines dans ce paddock et elle est restée les 2 semaines les pieds dans l'eau. Elle était dégueulasse parce qu'elle avait de la boue jusqu'en haut des jarrets, voire même sous le ventre. Elle était noire, les fanons remplis de boue, enfin c'était horrible. Mais le point positif, c'est qu'elle a fait sa balnéo et que ça l'a énormément aidée, puisque ça a refroidi son pied de manière énorme. Et en parallèle de tout ça, je l'ai aussi soutenue avec de la phytothérapie. J'ai attendu que la crise soit passée pour mettre en place un drainant hépatorénal suite à la prise anti-inflammatoire qui a quand même été assez longue. Ce drainant, c'était un drainant spécialement conçu pour la fourbure, le SME et le syndrome de Cushing. Et dès que j'ai pu, elle a aussi eu rendez-vous avec notre praticienne shiatsu ainsi que l'ostéopathe pour l'aider à se remettre d'aplomb. Voilà pourquoi je vous disais que c'était bien d'appeler l'ostéopathe et le shiatsu dans un second temps, parce que au niveau de la crise en elle-même, ils ne peuvent rien faire. Une fois la crise passée, il a fallu que je mette en place un suivi podologique très régulier. Comme je l'ai dit, j'étais enceinte à ce moment-là et j'étais pas en capacité de faire le suivi des pieds de mes chevaux. J'ai donc mis ma super pareuse sur le cou et grâce à elle, Hirondelle a retrouvé des pieds dignes de ce nom. Et c'est vraiment lors du second parage, au plutôt courant juillet, qu'on a pu constater qu'en fait, 3 pieds sur 4 avaient été pris par la fourbure. Ce qui expliquait que nous n'arrivions pas à savoir de quel pied elle boitait vraiment au départ. À l'heure actuelle, elle ne garde que de très petites traces de sa fourbure sur ses pieds. Je le vois au parage, parce que j'ai repris le flambeau en mois de septembre l'année dernière. Et je le vois parce que sa ligne blanche reste encore très étirée, et il y a encore des décollements de parois qui sont présents. Et très honnêtement, je suis pas certaine que ça vienne vraiment de sa fourbure de l'année passée. Je pense qu'elle est limite de refaire une autre crise. L'autre chose que j'ai changé, c'est du côté de l'alimentation. J'ai beaucoup tâtonné et j'avoue qu'encore à l'heure actuelle, je suis pas satisfaite à 100% de ce qui est en place. Je continue d'expérimenter et de chercher la solution qui pourrait nous convenir à toutes les trois, parce que le chaman est aussi concerné, mais pour le moment, je cherche. Et pour pallier donc à la sensibilité des pieds qu'elle a depuis la fourbure, eh bien, j'ai choisi d'équiper Hirondelle d'hyposandales. Donc elle en avait déjà 2 aux antérieurs qui étaient des Explora Magic. Et depuis le mois de novembre, elle a des Flex ou Force au postérieur. Ce qui la soulage énormément lors des sorties qu'on a fait. On n'en a pas fait beaucoup depuis l'année dernière, mais en tout cas, le peu qu'on a fait, ça l'a beaucoup aidé. Et actuellement, je lui mets surtout, par exemple, quand on doit changer de pré, quand il y a des bonnes distances à faire, je préfère lui protéger les pieds et la soulager à ce moment-là. Parce que c'est vrai que j'ai Shaman qui avance très très vite et Hirondelle qui, elle, a beaucoup de mal à suivre. Et grâce aux hyposandales, ça lui permet de mieux suivre et de moins subir, ne serait-ce qu'un changement de pré en fait. À l'heure actuelle, bon, Hirondelle va bien. Je suis son poids de très très près, vous vous en doutez. J'ai remarqué que cet hiver, elle avait repris du poids malheureusement. Ses pieds, ils ont presque retrouvé une forme normale. Elle garde une sensibilité, comme je le disais, mais je remarque quand même que ça va mieux. L'élastose est toujours présente, ce qui me fait dire qu'elle pourrait très facilement retomber en fourbure et je la veille vraiment beaucoup de ce côté-là. Et j'avoue que, en plus de tout ça,
malgré toute la prévention que je peux faire parce que je change aussi, la disposition de mes parcs, la façon dont j'ai de les gérer et cetera donc en tout cas pour 2 parcelles que j'ai et c'est vrai que c'est pas évident et j'ai encore quand même pas mal de questions qui subsistent, notamment au niveau, bah, de la gestion alimentaire des filles et aussi quant à l'avenir d'Hirondelle et par rapport aux activités que je souhaitais faire avec elles. Maintenant que la crise est passée, j'ai pensé à son avenir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va pouvoir être montée un jour puisque ça nous pose, énormément de problèmes? Qu'est-ce qu'on va vraiment devenir, en fait? Lors de sa crise de fourbure, j'ai pris conscience que c'était pas la première vraie crise de fourbure qu'elle faisait. Depuis quelques années, je me pose beaucoup de questions concernant un blocage récurrent sur son épaule gauche. Après une révision de la selle, des changements de sangle, des passages répétés entre les mains de notre ostéopathe et de notre praticienne shiatsu, rien n'a vraiment changé. Et je n'arrivais même plus à lui présenter une selle ou un tapis dans le calme. C'était devenu... Enfin, elle a vraiment associé la selle et le tapis à une douleur. Sauf que cette douleur, j'ai compris que au moment de la crise de fourbure, qu'elle pouvait, plutôt que de venir de son épaule et de son dos, j'ai compris que cette douleur, elle pouvait venir de ses pieds. J'ai aussi remarqué qu'elle avait du mal à marcher. Enfin, plutôt qu'elle traînait plus facilement la patte ou qu'elle avait tendance à être vachement ronchon en balade ou quand je lui demandais un effort. Bref, plein de petits signes que j'avais plus ou moins volontairement mis de côté. Je pense que je me suis vraiment voilé la face, et ce pendant trop longtemps, et qu'au final, la crise de fourbure qu'elle a faite, c'était juste la continuité de tout ce qu'elle avait accumulé pendant quelques années. Du coup, maintenant, j'ai qu'une seule idée en tête, pour le moment, c'est de la faire maigrir. Une fois qu'elle aura maigri, je pourrai repenser et retravailler le fait de supporter une selle, une sangle et un cavalier. Je suis donc clouée à pied pendant encore un moment avec elle, mais j'ai bon espoir qu'un jour, peut-être, je pourrai remonter sur son dos. Pour l'aider à maigrir, je suis pour le moment concentrée sur l'alimentation. J'essaye de rationner mes 2 juments, parce que les 2 sont en surpoids, tout en leur laissant suffisamment de fourrage pour leur éviter des problèmes gastriques, parce que les 2 ont évidemment des soucis d'acidité, voire d'ulcère gastrique. J'ai pas de diagnostic à ce niveau-là, mais j'ai des très grosses suspicions vis-à-vis de Shaman depuis toujours, et Hirondelle a des signes très clairs qui peuvent montrer la présence, si c'est pas d'ulcère, ce sera surtout d'acidité, en tout cas. J'ai investi il y a peu dans un peson afin de pouvoir peser mes filets à foin et distribuer le foin au kilo près. Sauf qu'avec, voilà, comme je le disais, des juments sujettes aux ulcères, qui ont en plus un rapport à la nourriture compliqué, c'est pas une mince affaire. Et quand je dis rapport à la nourriture compliqué, en fait, elles me font penser toutes les deux à des individus qui ont des troubles du comportement alimentaire. Elles ont tendance réellement à se gaver et à manger sans jamais s'arrêter. C'est Hirondelle surtout qui a cette facette-là. Elle est vraiment insatiable. Pour le moment, je me suis pas vraiment lancée dans des investigations vétérinaires sur le sujet, parce que je voudrais voir en fait si la problématique, du fait qu'elles soient insatiables, du fait qu'elles aient mal au ventre souvent, si ça viendrait pas surtout en fait, d'un problème de gestion, de mon côté, au niveau, de la ration, que je leur donne trop ou pas assez et c'est là que le peson va m'aider parce qu'en fait, plus ça va, plus je vois que je réalisais pas réellement combien pesaient mes filets à foin et peut-être, c'est même certain qu'il y a des moments, elles n'avaient pas assez à manger et du coup, voilà pourquoi elles ont tendance à se sentir privées. Voilà pourquoi elles pourraient avoir, cette, faculté à grossir beaucoup. Donc vraiment, j'essaye de vraiment, donner le bon poids de foin par jour en espérant voir, des évolutions et si je vois pas d'évolution et bien, j'en viendrai à questionner mon vétérinaire sur des examens à faire au niveau de l'estomac, donc une gastro et peut-être des analyses de sang pour, déterminer si on n'aurait pas, un SME chez les 2. J'espère pouvoir bientôt faire une analyse de fourrage pour adapter au mieux les rations, mais je pense que ça attendra l'hiver, qu'elles soient de nouveau complètement au foin, parce que là, avec l'été qui arrive et l'herbe, je vois pas l'intérêt de leur donner une ration et je pense que le CMV actuel leur convient très bien. J'avais eu de très, très bons résultats l'année dernière. Mais par contre, pour l'hiver, je referai pas la même bêtise, elles auront une analyse de foin, plus une ration adaptée pour toute la saison hivernale. À l'heure actuelle, je l'ai mentionné un petit peu avant, j'essaye de repenser, l'aménagement de mes parcelles. J'ai 2 parcelles où j'avais essayé de faire des pistes. Je suis en train de tout refaire pour aller cette fois non plus vers des pistes, mais un terrain parcellé, afin de voir si une gestion de ce type leur conviendrait mieux et surtout me conviendrait mieux. Donc, pour résumer, tout n'est pas encore réglé, mais en prévention d'une future crise de fourbure, je rationne le rapport au fourrage
autant lors des distributions de foin que lors de leur mise à l'herbe. J'essaye beaucoup de choses, j'explore, je réajuste quotidiennement pour essayer d'arriver à quelque chose de correct. Au niveau de l'activité physique, à l'heure actuelle, je suis pas en mesure de leur proposer, de sortir régulièrement. Ça arrivera donc plus tard et très honnêtement, je pense qu'une fois qu'elles pourront ressortir au moins 1 à 2 fois par semaine, même juste à pied pour marcher, un petit peu, ça commencera à faire déjà une sacrée différence et j'espère que ce moment arrivera bientôt. J'en ai, enfin terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous aurez appris quelque chose sur cette maladie qui fait si peur à de nombreux propriétaires. Sachez une chose, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire sur la fourbure, l'espoir est permis. Un cheval peut se remettre d'une fourbure et retrouver une vie normale ou presque. Évidemment, une activité intensive de type obstacle ou endurance ne sera peut-être plus possible à haut niveau, mais votre cheval pourra quand même faire encore beaucoup d'autres choses. Cette fois, je m'arrête vraiment. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode par message privé sur mon compte Instagram, @lescarnetsdechicorée ou par mail. Mon adresse mail est dans la description de l'épisode. En attendant le prochain épisode qui arrivera dans 2 semaines, prenez bien soin de vous et de vos animaux. À bientôt!